Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Merde, votre podcast vivant consacré au spectacle du même genre. Aujourd'hui, nous sommes à Binic où se déroule depuis 2014 le Lyncéus Festival consacré aux écritures contemporaines. Pendant cette émission, vous allez retrouver Léna Pogam, comédienne, metteuse en scène, autrice et co-directrice du collectif Lyncéus qui organise le festival. Nous sommes également allés rencontrer Cécile Querel et Mathieu Dandreau, respectivement autrice et metteur en scène du spectacle Tu peux me dire vous, pour parler plaisir d'écriture et création in situ. Bonne écoute à ceux qui nous suivent sur les plateformes de streaming et bon visionnage pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Bonjour Léna Pogam. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. En 2014, vous lancez le Lyncéus Festival pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Il a beaucoup évolué depuis sa première édition. La programmation du festival est composée de textes inédits qui ont été écrits lors de résidences pendant l'automne et que l'on peut voir dans des mises en scène originales en juin. En parallèle de cela, vous êtes également l'autrice d'une thèse de doctorat en recherche-création sacre qui s'intitule « Dépasser le présent ». Est-ce que dépasser le présent, n'est-ce pas ce que vous essayez de faire avec le festival en programmant et en accompagnant des autrices et auteurs émergents ? Effectivement, j'ai écrit une thèse autour de la question du désir et du rapport entre désir et sidération dans les dramaturgies contemporaines et donc sur les écritures théâtrales. Et je me suis beaucoup attachée à défendre les écritures contemporaines depuis ma sortie du conservatoire et la création de Lyncéus. Ce que j'abordais dans ma thèse, c'était le mouvement qui consistait à aller vers, à ouvrir de nouveaux horizons et la pulsion qu'il y a en chacun, la pulsion de vie qui nous meut. Et peut-être que effectivement, le fait de créer ce Lyncéus Festival avec mes camarades du conservatoire il y a presque 9 ans, participer de ce mouvement-là qui consistait à se dire qui écrit aujourd'hui, comment faire écrire et qu'est-ce que les écritures contemporaines nous donnent à inventer pour demain. Donc dépasser le présent, oui, aller plus loin. Vous avez créé du coup l'association Lyncéus en 2012. Aux prémices, c'était une compagnie et depuis 2015, elle est devenue collectif. Pourquoi cette transformation et comment s'est-elle passée ? Moi, je suis issue des Côtes-d'Armor. J'ai grandi en partie à Binic. Et ce qui était important pour moi, c'était de revenir sur un territoire que je connais, qui est mon berceau et où vit toute ma famille, pour inventer un théâtre qui s'adresse à tous. Et c'est pour ça que le festival est né ici. Mais c'était aussi construire une aventure de théâtre individuelle. Je devais à la fois écrire une thèse de recherche-création et mener une activité de création artistique. Pour ma thèse, j'ai réalisé un cycle de 5 pièces qui ont été produites par Lyncéus. Et puis, parallèlement, l'aventure du festival est née. Et elle a rassemblé autour d'elle des camarades qui contribuaient à écrire cette histoire. Et je me suis dit que c'était très intéressant, beaucoup plus intéressant que de mener l'aventure cavalier seul, que de s'entourer d'une dynamique très féconde et d'inventer les choses collectivement. Pour vous, quel est l'intérêt artistique de la création in situ, c'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas appropriés au théâtre ? Quand on a commencé à faire ce festival, on n'avait rien. On n'avait pas d'argent, on avait juste envie de créer, on avait juste envie de réinventer des formes ailleurs sans avoir à attendre que les institutions nous donnent des lieux, des moyens pour travailler. Et donc, ce qui était intéressant pour nous, c'était de s'approprier les espaces pour écrire des histoires et les faire vivre partout où c'est possible, où le réel nous inspire. Et donc, créer in situ, au départ, c'était d'abord une manière de s'approprier toutes les sources d'imagination possibles et confronter immédiatement nos œuvres au public, à un public qui ne va pas forcément dans les salles de théâtre, et qui pourtant pourrait s'arrêter, voir un bout de répétition et se dire « Ah tiens, pourquoi pas ? Ça peut m'intéresser, c'est aussi pour moi, ça a du sens aussi pour moi d'écouter ces mots, de voir ces comédiens qui rêvent et jouent et inventent de nouveaux mondes. »
Alors ensuite, du point de vue artistique, la création in situ, c'est aussi une manière de se confronter à de l'accident, à de l'imprévu, à faire avec on en parlait tout à l'heure, les intempéries, mais aussi les miracles du réel, le passage d'un oiseau, un piéton qui traverse le plateau, un rayon de soleil, une brise qui se déclenche au moment où, sur telle réplique, quelque chose se passe. Et c'est cette magie-là qu'on vient chercher dans la création in situ. On va chercher le frottement avec l'imprévu. Et c'est aussi une manière de se dire que c'est une autre manière d'écrire. On ne travaille pas en salle comme on travaille en extérieur. Et pour ces textes, puisque c'est un festival qui est dédié aux écritures et aux auteurs, les auteurs partent des lieux, partent de leur pérégrination. Ils ont été en résidence pendant une semaine ou deux à Binic et ils se sont baladés, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont questionné, on les a emmenés en balade à chercher des décharges végétales, des forêts, des usines et autres mystérieuses places de théâtre. Et ce sont ces lieux-là qui ont éveillé la fiction, qui vont recevoir les corps des acteurs. Et il va falloir travailler avec ça. Il va falloir inventer pour ces lieux et aussi pour, après, éventuellement, une transposition dans d'autres lieux. Et ça, c'est extrêmement fécond. Ça déplace la création et la temporalité et même... les signes qu'on pose sur le plateau. La création in situ à Binic, Étables-sur-Mer, est-elle aussi une façon de renforcer votre implantation dans le territoire costarmoricain ? Je ne sais pas si on pourrait dire renforcer, parce que c'est le projet même de l'association de Lincéus d'être présent. En fait, aujourd'hui, plus qu'un collectif, c'est une association de développement artistique et culturel sur un territoire. Et donc, on va chercher à l'année un lien avec les habitants et toute la construction de la saison va être un déploiement d'un thème sur le territoire avec des stages, avec des rencontres, avec des lectures et le festival est un temps fort qui est une sorte d'aboutissement un peu de cette aventure qu'on construit avec les gens. Mais c'est l'objet de notre travail. Pour terminer, il y a aussi un partenariat que vous faites avec les éditions théâtrales. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce partenariat ? On a commencé dès le début à inventer un partenariat avec ces éditions théâtrales parce que c'était important pour nous d'accompagner les auteurs de la commande d'écriture jusqu'à l'édition en passant par la création artistique. Donc ça a été quelque chose qui s'est construit très très vite. En 2015, on a publié le premier livre, c'était La Nef des Fous d'Antonin Fadinard, qui est co-directeur du festival. Mais ce n'est pas un partenariat automatique. En fait, on a un comité de lecture et on appelle un projet qui est lancé chaque été. Et dans le comité de lecture, il y a des co-directeurs du festival, des comédiens associés qui vont participer à l'édition à venir, et des membres de la rédaction, de la direction des éditions théâtrales. Et ensemble, on va choisir les personnes qui vont être invitées dans la programmation en résidence. Il arrive que certaines années, avec les éditions théâtrales, on décide de publier un livre, une œuvre. Cette année, on a décidé de faire autrement parce qu'on a eu envie parce qu'on nous le demandait très souvent, on a eu envie d'auto-éditer un livre, donc lancer les éditions Lincéus. Et ces éditions Lincéus, le premier tome commence et cette année, c'est Sauvage, et il regroupe l'ensemble des textes des autrices. Et on va les diffuser sur le même principe que les éditions théâtrales, ils vont être dans les librairies. Merde ! Cécile Carrel, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour parler de votre pièce « Tu peux me dire vous », qui est née lors d'une résidence d'écriture à Binic et qui a été créée par Mathieu Dandreau dans cette même ville à l'occasion du Lincéus Festival. Vous entrez dans l'écriture en remportant le prix littéraire de la Gare 2017 de Regniéville-sur-Mer pour votre nouvelle intitulée « Le samedi après-midi ». D'où ma première question, qu'est-ce qui se passe
en vous à ce moment-là avec l'écriture? C'est le premier concours que je fais en fait, mais je prends beaucoup de plaisir à écrire. Le thème c'était la gourmandise et puis je suis partie sur quelque chose sur une famille végane qui devient complètement timbrée. Et ça m'a beaucoup amusée et en fait j'ai passé un bon moment à écrire et puis de voir que j'avais gagné ce concours, je me suis dit formidable, il y a une chose que j'aime faire qui me rend heureuse et qui plaît aux gens. Donc il y a quand même eu un petit déclic à la suite duquel, il y a d'autres raisons qui m'ont fait quitter mon travail, mais je quittais mon travail à ce moment-là, et donc j'avais du temps disponible, et donc je suis partie quelques semaines, mois en Espagne pour écrire un roman. Je me suis dit que je perdais rien à essayer. Je suis partie en Espagne parce que j'avais envie de quitter, j'habite Rennes, donc j'avais envie de quitter Rennes simplement parce que j'entrais dans une période de chômage au moment de l'été. Ça voulait dire que j'allais probablement avoir envie de voir plein d'amis et de faire plein de choses qui ne sont pas tellement compatibles avec le fait de se lever tôt et d'écrire. Donc j'avais envie de m'isoler pour faire ça. Et puis je trouve que l'un des grands aspects difficiles de l'écriture, en tout cas au tout début, c'est justement de se justifier à soi-même et aux autres le fait de prendre du temps pour faire une chose que personne nous demande. Et du coup, c'était plus facile de le faire en étant seule que de devoir dire à des personnes qui m'invitent ou même ma famille, je suis désolée, je suis pas disponible, je dois écrire. Je trouve que c'est pas si simple de se le dire, voilà. Donc ça m'évitait des conflits internes et avec les gens. Quelle différence y a-t-il dans le travail d'écriture entre un appel à projet avec un thème défini, ici en l'occurrence Sauvage pour le Lyncéus Festival, et la rédaction de votre premier roman, La couleur de l'air a changé? Moi je trouve que c'est très très différent parce que le thème nous donne directement une structure. En fait, il y a plusieurs choses qui font que c'est différent parce qu'on n'est pas en maîtrise du choix. Donc, est-ce que ça nous inspire ou pas? En tout cas, ça vient pas de quelque chose de complètement personnel. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que concrètement, quand on fait un appel à écriture et qu'on répond à un appel à résidence, on est choisi parce qu'on a envoyé un synopsis, on a envoyé un plan de ce qu'on allait faire. Et donc, on se donne des contraintes à soi-même. On dit, je vais faire ça, et ensuite, on a plutôt intérêt à le faire, ou en tout cas, c'est assez rassurant de se dire qu'on a répondu à la commande qu'on a proposée. Donc, il y a une forme de plan qu'on suit, même si c'est nous-mêmes qui nous le sommes donnés. Sur l'écriture d'un roman, il y a évidemment un plan, mais déjà, pour moi, c'était beaucoup plus long. Et donc, c'est un plan qu'on passe son temps à modifier. Et en fait, il n'y a qu'auprès de soi-même qu'on doit justifier ces modifications, alors que lorsqu'on fait un appel à résidence, même si en fait c'est pas contractuel, on tient tout de même à respecter ce pourquoi les gens nous ont engagés. Est-ce qu'il y a une chose plus facile que l'autre, l'écriture du roman, ou du coup répondre à la commande, aux règles qu'on s'est déjà fixées? Moi je trouve ça plus simple d'écrire un roman, mais parce que je vais complètement me contredire avec ce que je viens de dire avant, mais quand on fait un roman, on se donne quand même très très rapidement des contraintes. Par exemple, les personnages, même si on les choisit, ce sont des contraintes. À un moment, on leur donne un langage, une histoire, ils se calcifient dans des manières d'être et on ne peut pas ne pas les respecter. Donc, il y a ces contraintes-là qui, en fait, sont extrêmement facilitatrices dans l'écriture. Et en fait, je prends du plaisir, évidemment, à répondre à des commandes, mais je prends un plaisir un peu coupable. Enfin, c'est pas le bon terme, mais le roman, personne nous l'a demandé, quoi. Il se passe vraiment ça, c'est-à-dire qu'on prend du temps et on fait quelque chose pour soi qui n'est attendu de personne, et quelque chose d'assez jouissif là-dedans, je trouve. Le travail d'écriture, du coup, est un métier solitaire. Tu peux me dire, vous, qui est un texte qui nous raconte l'histoire de 4 personnes qui tentent l'expérience du collectif, comment vous en êtes arrivé à cette question du groupe, alors que le métier d'écrivaine est solitaire, et pourquoi vous y êtes intéressée? Mon métier est solitaire, mais je vis en collectif. Là, je suis ici aux Ateliers du Vent, et donc c'est un collectif. Je fais partie de nombreux collectifs, voilà, que ce soit des collectifs militants ou des chorales, voilà. Et à un moment, ça m'a questionnée, en fait, de me dire pourquoi est-ce qu'on s'insère sans cesse dans des collectifs, ou en tout cas pour moi-même, je me suis posé la question, sachant qu'évidemment, le collectif, c'est un endroit de liberté parce qu'il permet des choses qu'on ne ferait pas tout seul, et c'est aussi un endroit de contraintes et un endroit d'obligation aux autres. Et voilà, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ressentait ces besoins de venir se mettre de nouvelles règles dans nos vies. J'avais envie de parler de la difficulté de faire collectif, c'est-à-dire que de mon expérience de collectif, c'est le bordel, c'est toujours le bordel en fait. C'est un bordel qui peut être très joyeux, mais c'est toujours compliqué. Et donc j'avais envie de parler de ça parce que je trouve qu'il y a des principes qui se répètent dans un collectif et qui sont assez drôles. Voilà, donc j'avais envie d'aller travailler ça. À partir du moment où vous avez terminé l'écriture de Tu peux me dire vous, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous laissez le texte à un metteur en scène comme Mathieu Dondreau?
Est-ce que vous avez un regard par rapport à ce qu'il a fait, etc. J'ai aucun regard par rapport à ce qu'il a fait. On a discuté ensemble et moi je lui ai dit qu'il ferait bien ce qu'il voudrait. J'ai mis des didascalies dans le texte et je l'ai... peut-être qu'il se serait autorisé lui-même à en faire ce qu'il voulait, mais en tout cas, pour moi, c'est des indications qui m'ont permis d'écrire comme un échafaudage qui permet de penser. Mais lui, derrière, en fait, si c'est un échafaudage qu'il a envie de maltraiter, parce que ça libère plus le texte, qu'il le fasse. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et en dehors de ça, je trouve qu'il y a... que ce sont en fait deux objets différents. Il y a le texte et ce qu'il va être en tant que pièce jouée. Et moi, j'ai un regard que sur le texte. Lui, il a la liberté de faire ce qu'il veut avec ces mots-là, en fait. Pour moi, il est complètement maître de ce qu'il va faire, comme j'ai été maître du texte. Est-ce que, au moment de l'écriture, vous pensez déjà au plateau ? Ces pièces-là, pour le Lyncéus Festival, elles ont la particularité d'être jouées en extérieur. Donc, de toute façon, elles ne sont pas jouées sur une boîte noire, un plateau, avec un public... plus captif ou en tout cas dont on voit pas les interactions. Elle est jouée en extérieur et dans des endroits particuliers. Moi, j'avais envie qu'elle se fasse sur un parking. En tout cas, j'imaginais un endroit un peu aride comme ça et avec du bazar. Au final, elle sera dans une déchetterie, ce que je trouve parfait, mais du coup j'étais bien obligée de penser ça dans le texte, de penser ces interactions avec l'espace. À un moment, il y a un personnage un personnage qui se construit une cabane. Voilà, dans ma tête, c'était aller chercher dans la poubelle, et en fait, ça fait sens aussi d'aller chercher dans la poubelle pour ce personnage-là. Et moi, ça m'aidait à penser, d'imaginer ça. Donc oui, je l'imaginais. En fait, même au début, j'aurais aimé pouvoir avoir une lecture, enfin, voir la pièce jouer puis la retravailler, parce que c'est une pièce qui est un peu sur la folie, et du coup, il y avait la possibilité, je pense, de faire des interactions entre le plateau et le texte, mais bon, c'était impossible, et c'est aussi bien comme ça. Merde. Mathieu Dandreau, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour votre mise en scène du texte de Cécile Querel, Tu peux me dire vous. De quelle manière aborde-t-on un texte qui entre autant en résonance avec le présent, puisque celui-ci se joue au Lyncéus Festival et nous raconte l'histoire de 4 personnes à la tête d'un festival qui tentent l'expérience du collectif. Déjà, je crois que moi, c'est ma première année pour le festival, donc ça me permet d'avoir un peu de recul et de me dire... que c'est pas une pièce documentaire, mais ce que je trouve intéressant, c'est que je peux me nourrir de ce que je vois en tant que participant à ce festival, en voyant toute cette équipe de direction s'affairer, travailler, essayer de communiquer, s'énerver parfois évidemment. Et la pièce raconte ça, en fait, raconte l'incapacité qu'ont les gens ou en tout cas les tentatives que font les gens de communiquer, de faire groupe, de faire collectif, et l'échec qui est produit si on ne fait pas attention aux singularités, aux altérités, et surtout si on n'est pas conscient de ses propres failles quand on travaille avec un groupe. Du coup, j'aborde ça avec ce recul-là, et puis avec le plaisir de travailler sur la méta-théâtralité, la mise en abîme, le théâtre dans le théâtre. Ça m'intéressait. Donc je l'ai vraiment pris comme un exercice, et vraiment en m'éloignant, en me disant tiens, tel personnage dépeint peut-être quelqu'un que je connais. Ça, j'ai pas voulu. Je me suis dit c'est important d'aller dans une pure fiction, et le spectateur et les spectateurs et spectatrices se feront eux-mêmes leur caisse de résonance avec le festival dans lequel ils viennent voir des spectacles. Vous parlez du texte comme d'une apparente quotidienneté mêlée d'étrangeté. Quelle partie, du coup, vous avez choisi pour votre mise en scène, la quotidienneté ou l'étrangeté ? Et surtout, comment cela se traduit-il concrètement dans la mise en scène ? Je pense que j'ai gardé les deux, le quotidien et l'étrange, parce que dans la pièce de Cécile Querel, il y a vraiment une impression de gens qui font juste que discuter, faire une réunion qui recommence sans cesse. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que Cécile Querel a mis beaucoup plus de choses que ça. Il y a beaucoup de strates, il faut creuser. Et du coup, moi, j'avais envie dans un premier temps, parce que le quotidien peut m'agacer au théâtre, donc j'avais envie de m'en extirper, et parce que l'écriture de Cécile permettait ça, on a rajouté de l'étrange, moi ce que j'appelle des étrangetés, par le son, par un jeu qui tout d'un coup change de registre,
ou en se servant aussi du lieu dans lequel on va jouer, puisqu'on joue dans une déchetterie. Donc pour une réunion de travail, c'est vraiment pas du tout le lieu adéquat. Et tout d'un coup, on joue avec les plantes, on joue avec un monticule de terre, on joue avec de la boue, vraiment. Et ça permet de déréaliser le texte, de le regarder par un autre prisme, et qui dans un premier temps, je pense, pour le spectateur, paraît un peu étrange. On se demande où on va et pourquoi on nous fait ça. Et en fait, petit à petit, jusqu'au dénouement final où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière organique, je pense qu'on se rend compte de comment, en fait, ce qu'on appelle le quotidien et les tranches sont liées. Parce que je pense que dans la vie, notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, il y a beaucoup d'étrangeté sur le rapport qu'on a au mystique, à la mort, le hasard, toutes ces choses-là sont des choses étranges qui font quand même partie du quotidien. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'en injecter au théâtre. C'est vous qui avez choisi le lieu de la déchetterie organique ? Oui, j'avais envie de quelque chose qui encadre les comédiens pendant le jeu, pendant le spectacle. Et du coup, l'équipe du festival m'a fait plusieurs propositions de lieux. Et quand on s'est retrouvé dans cette déchetterie végétale à Étable, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que en fait, c'est des monticules de terre tout autour avec plein de végétation. Et donc, du coup, ça crée vraiment un cadre pour les comédiens. Il n'y a pas d'échappatoire. Et puis, j'aimais bien l'idée de la décharge végétale où la vie est en décomposition, donc en train de mourir, mais en même temps renouvelle de la vie, puisqu'il y a d'autres insectes ou autres qui vont y vivre. Et j'avais vu que dans mon spectacle, on va beaucoup jouer avec l'organique. J'aimais bien ce rapport à la pourriture. Et puis aussi, de la pourriture va naître autre chose, puisque les plantes vont servir de terreau à d'autres plantes. Donc j'aime bien cet éternel recommencement. Parce qu'il y a ça dans la pièce, en fait. À chaque fois, on reprend la même scène, on reprend jusqu'à dire on reprendra demain, en fait. J'aime bien me dire c'est un cycle. Et les plantes pourries sont pareilles que les comédiens, pas pourris, mais en tout cas au bout de leur vie à la fin du spectacle. On imagine que cette création in situ a beaucoup quand même impacté la mise en scène, le choix de cet endroit. Oui, au début j'ai voulu quand même répéter en salle parce que ça me faisait un peu peur d'aller en extérieur, parce que c'est vraiment tout d'un coup tout est plus grand que nous et donc on a commencé en intérieur et après très vite on a été sur le site et oui ça change, j'ai envie de dire tout parce que déjà la voix, il faut parler plus fort, il faut composer avec ce qui se passe. Et moi, j'aime beaucoup quand les comédiens, quand on joue en extérieur, quand je regarde un spectacle et que les comédiens se connectent avec ce qui se passe en réel, c'est-à-dire il y a des oiseaux, il y a des papillons, il y a tout d'un coup un bourdon qui frôle à un comédien, ça lui fait peur. Moi, je veux garder ces choses-là qui existent, que les spectateurs verront. Donc, ça change comme ça en réel. Et puis après, en répétition, les comédiens peuvent se servir de la terre, des fleurs. J'ai l'impression qu'on a des fleurs de moutarde tout autour de nous, des branchages. On a vraiment utilisé beaucoup, beaucoup de choses présentes sur le lieu. Donc, c'est une vraie richesse et un terrain de jeu, en fait. Le texte de Cécile Carrel est pour vous une partition de jeu très réjouissante. Comment s'est passé le travail de direction d'acteurs et d'actrices sur la création ? Déjà, c'est des comédiens que je connaissais pas, avec qui j'avais jamais travaillé. Je dois dire que c'est une très belle surprise parce que les deux comédiens et les deux comédiennes ont fait preuve de beaucoup de rigueur, de courage, de confiance. Donc c'était très agréable. C'est éprouvant parce qu'on travaille dehors, parce que il peut faire froid ici en Bretagne, comme très chaud là ces derniers jours. Donc ils ont vraiment joué le jeu de l'extérieur. Pour les diriger, j'essaye de pas trop parler parce que je peux être bavard et que des fois on se perd. Donc c'était plus des intuitions. On se raconte un peu quelle est la direction de la pièce, quels sont les enjeux des personnages. Ça c'est très important. Mais après j'ai l'impression beaucoup plus par géométrie, c'est-à-dire j'aime bien gérer les espaces et les déplacements. Et après, à l'intérieur de ça, de dire à un comédien de faire une trajectoire d'un point A à un point B. Et à l'intérieur de ça, il est libre par contre d'inventer pourquoi son personnage fait ce trajet-là. Moi, j'aime bien aussi travailler en musique, donc je répète en musique. Ça m'aide et j'espère que ça aide les comédiens. Et on a essayé de faire ça en douceur et avec bienveillance parce qu'il me semble que c'est important de travailler avec gentillesse. On essaye de tricoter ensemble
quelque chose. C'est important pour moi, en tant que metteur en scène, de considérer les acteurs et les actrices comme des créateurs. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour leur dire « tu dois faire comme ça ». C'est ma vision et il n'y a rien d'autre de possible. Moi, c'est important de construire avec eux. Alors évidemment, je suis une sorte de chef d'orchestre, puisque j'ai eu envie de monter ce texte et j'ai des fantasmes et des rêves autour, mais c'est important pour moi qu'ils puissent apporter aussi, comme si on avait une sculpture de glaise et qu'on mette tous un petit peu la main dedans, qu'on se mouille les mains jusqu'au coude, et pour qu'au final, ce soit pas un spectacle qui soit le spectacle de Mathieu Dandreau, le metteur en scène, mais un spectacle qui traverse et mes rêves et mes pensées, mais aussi celles des 4 comédiens et comédiennes. Et quand il y a des scénographes, des costumiers, tout ça, hein, ça fait des regards multiples sur une même œuvre. Et je pense qu'à la sortie, le spectateur, il profite de ces multiples visions. La question du groupe est vraiment au cœur de la pièce. Et vous, en tant que metteur en scène, quel est votre rapport au groupe ? Je ne peux pas travailler tout seul, j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont des créateurs et des créatrices, qui vraiment ont un regard sur le théâtre, sur le monde qui nous entoure, que ce soit les personnes qui conçoivent les décors, les costumes, les lumières, les musiques et les comédiens. C'est important pour moi qu'on soit une équipe. Après, le rapport au groupe, il est complexe, puisqu'on vit, je trouve, une période qui permet plus trop ça, qui met les gens les uns contre les autres plutôt qu'ensemble. On nous apprend de moins en moins à accepter l'altérité, la différence, l'étrangeté aussi. Et c'est quelque chose qui fait souffrir en fait. Mais c'est dur aussi de faire en groupe. Peut-être il faut qu'on sorte de ce fantasme de dire c'est génial, on avance plus facilement, c'est vrai tout ça, mais en fait il faut aussi savoir que c'est dur. Donc évidemment il est beaucoup plus facile de faire dans son coin tout seul en ignorant les autres, mais je crois que c'est intéressant de se faire violence et de se dire il y a quelqu'un en face de moi, je le rencontre avec ses différences, avec des choses qui peuvent nous agacer, avec des façons de fonctionner différentes, et il faut gérer ça. Et plus on travaille avec des groupes, plus on se forme son groupe avec lequel on va travailler. Moi, j'ai vraiment le rêve en moi depuis toujours de me dire je veux au bout d'un moment avoir une troupe de gens avec qui je travaille régulièrement, avec lesquels on se connaît, on se fait confiance, on peut se parler avec franchise et bienveillance. Je pensais que je le ferais très tôt, parce qu'on a l'impression que les amis ou les gens qu'on connaît vont rester là tout le temps, et en fait c'est un parcours d'une vie, en fait, je me rends compte. Parce que évidemment il y a des parcours qui se séparent, des gens qu'on voit plus pour X ou X raisons, et puis on en rencontre d'autres. Donc c'est assez beau ça. Mais faire groupe, c'est une vraie question. C'est la question de la pièce. Est-ce qu'on peut faire groupe ? Est-ce que ça a du sens de faire groupe ? Est-ce que c'est intelligent de faire groupe ? Et si on décide de faire groupe, qu'est-ce qu'il faut se dire ? Il y a un personnage de la pièce qui raconte pendant toute la pièce qu'il faut parler, il faut tout se dire, y compris nos plus gros secrets, pour atteindre une vraie confiance, une vraie connaissance des uns et des autres. Et un autre personnage qui dit non, dans un groupe il faut se taire, il faut renoncer, il faut se cacher derrière un texte et il ne faut pas se parler. Et je crois que même si les deux disent des choses très opposées, je pense que les deux ont raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Merde! Merci de nous avoir regardés ou de nous avoir écoutés pour cette première émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. À bientôt.